Les 6 et 7 septembre 2021, les étudiants du BTS Tourisme du lycée Carcouët de Nantes ont fait leur rentrée avec un colloque consacré au tourisme du futur. L'événement organisé par l'Office de tourisme de Nantes, appelé Voyage à Nantes, avait lieu à la Cité des Congrès et regroupait une vingtaine de professionnels, mais aussi de chercheurs spécialisés dans le tourisme. Cher Jean-Viard qui allait animer ces deux journées, un grand merci à vous de nous faire le plaisir et l'honneur d'être avec nous cet après-midi. Je propose que vous puissiez l'applaudir parce qu'on a un hôte de marque et on en est ravis. Ce rapport au temps, il jouera, j'en suis sûre, un rôle assez majeur dans l'invention du tourisme du futur. Eh bien, je forme les vœux, mesdames et messieurs, qu'ici, loin des effets de mode, loin du prêt-à-penser, loin d'une forme de pensée unique, vous vous offriez, nous nous offrions le choix, la chance, le grand plaisir de prendre le temps de s'arrêter, de prendre le temps de se poser, de prendre le temps de partager autour des enjeux qui nous rassemblent, car les questions pour demain sont absolument majeures. Merci à tous. Qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis 2010, date de la création du voyage à Nantes? J'ai l'habitude de dire qu'on a galopé sans cesse, sans s'arrêter, et peut-être parfois sans penser à la décennie suivante. Le voyage à Nantes, c'était le pari de se dire on va réunir les gens du tourisme avec les gens des machines, avec les gens du château, avec les gens d'estuaire, du lieu unique, donc des cultures vraiment assez différentes. On va lancer une petite vidéo d'A ta gueule, elle dure 5 minutes. Quand on a commencé à penser à ce colloque, on a cherché partout, on est tombé sur cette petite vidéo. Vous allez voir, elle est très, très particulière. Le monde vu d'une perche à selfie, ça donne la même tête à tous les coins de paradis. Bonjour. En autocar, en bateau, en train ou en avion, le rouleau compresseur est en marche. En 2018, les touristes ont accompli 1,4 milliard de séjours à l'étranger pour le plaisir, contre 500 millions pour l'année 2000. Une personne sur 10 dans le monde travaille à leur vendre du rêve. Et avec plus de 8300 milliards de dollars générés, soit 10% du PIB mondial, le vacancier, c'est l'aubaine économique des temps modernes. Je voulais appeler le colloque l'an zéro du tourisme. Ça vous rappelle, vous n'avez pas tous lu le livre d'Edgar Morin qui est 1,46 l'an zéro de l'Allemagne. C'est-à-dire quand à un moment, un secteur est détruit et qu'on se pense, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va ouvrir pour le monde de demain? On commence par quel transport demain? Où nous invitons Marc Ami, le vice-président d'Airbus, Rodolphe Cristal, sociologue, et Agnès Augier, directrice du TGV. Si vous voulez bien monter et prendre place. Alors, cet appel notamment à contrebalancer les effets du yield management qui pendant des décennies a fait fonctionner le tourisme sur une politique du prix qui a complètement aussi désorienté le choix du consommateur en laissant penser qu'un aller-retour Paris-Barcelone, Paris-Lisbonne à 33 € c'était normal. Ce genre de pratique-là, à mon avis, n'est pas souhaitable. Alors, parce que ça aussi impliquait quoi? Ça impliquait un gain un peu plus limité sur les ventes à l'unité, donc une multiplication des ventes pour compenser et pour augmenter les profits, bien sûr. Ce qui a contribué à une forme de gigantisme du tourisme. Alors, certains disent que ce gigantisme est derrière nous. Alors, il se trouve que j'ai eu l'occasion, il n'y a pas longtemps, de visiter de loin les chantiers de Saint-Nazaire, les bateaux de croisière qui sont en train de se construire et qui peuvent accueillir près de 10 000 personnes. Il y a peu de chance d'être optimiste, de mon point de vue en tout cas. Donc est-ce que ce modèle pourra se redéployer? Je ne sais pas. On l'a vu, les transports sont souvent perçus comme la menace ou la nuisance numéro 1 dans le secteur du tourisme, l'avion en tête. Et pourtant, on voit des grands progrès sont attendus et assez rapidement. La mobilité aujourd'hui, elle est complètement indispensable. Non seulement pour le goût du voyage, mais c'est aussi le besoin du voyage dans une société mondialisée, pour des motifs familiaux, professionnels, etc. On va continuer à voyager, on va avoir cette envie de voyage qui perdure. Et en même temps, Rodolphe Cristal nous rappelait l'impératif de sobriété, puis le fait que l'ailleurs
ne doit pas forcément nous conduire à négliger l'ici, le local, que nos vies quotidiennes, elles s'inscrivent aussi dans un territoire de proximité. On a vu aussi que les frontières travail, temps et espace du travail et du loisir s'effacent un petit peu. Je vais demander à Marie-Julie Gagnon, autrice, chroniqueuse et journaliste, de commencer. Du Québec, d'une région qui s'appelle le Lac-Saint-Laurent. Connaissez-vous le Lac-Saint-Laurent? Vous avez entendu ça ici, le Lac-Saint-Laurent? Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit, mais c'était une petite introduction pour mentionner le fait, bon, tout de suite, d'abord passer la glace parce que oui, je viens du Québec, alors forcément, j'ai mon accent québécois. Et pourquoi je vous parle de ma région natale ce matin? Je pense qu'au cours de la dernière année, on a tous redécouvert notre coin de pays, on n'a pas pu tellement bouger où on voulait, donc on a peut-être porté un regard différent sur des endroits qu'on croyait connaître, et ça nous a permis justement d'apprendre de nouvelles choses sur des lieux où on croyait qu'à tout, absolument tout, nous était déjà acquis. Donc ça a été une année intéressante à ce niveau-là. Moi, j'apporte un petit peu aussi de ce regard de l'institutionnel par rapport au rôle du tourisme, ce que ça joue aujourd'hui dans la société. C'est important d'investir, de faire du lobbying, etc. Donc on investissait parfois dans des projets qui n'étaient pas tout à fait en lien avec l'ADN, on en reviendra tout à l'heure, de la ville. Une aventure, ça se prépare, mais pour l'essentiel, on va avoir des imprévus, et l'aventurier, il accueille l'imprévu. Ben, c'est ça pour moi le voyage. Mais l'essentiel, et c'est pour ça que pour moi le voyage est une métaphore de la vie, de l'existence, et c'est pour ça que je vous remercie pour cette invitation. L'essentiel, et ça c'est une leçon de vie, moi c'est le cœur de tous mes livres, cette thèse, c'est que c'est pas parce que je prépare que je dois penser que tout se prépare. C'est pas parce que j'anticipe que je dois penser que tout s'anticipe. C'est pas parce que je me projette que je dois penser que je me projette bien. C'est normal, avec un esprit humain, d'anticiper. Dans un voyage, on anticipe, c'est normal. Mais il faut savoir que l'essentiel, c'est ce qui échappe à l'anticipation. Et pour moi, c'est ça un voyage. Voilà. Un voyage, c'est un rapport au monde au cœur duquel je suis enfin davantage capable d'accueillir l'altérité sans la comprendre complètement. Alors, l'exemple de l'Inde, c'est le meilleur exemple, on ne comprend vraiment rien là-bas. Et d'ailleurs, je me souviens, j'ai eu la chance, quand je suis arrivé en Inde, j'étais quand même un occidental, j'avais un petit peu préparé, tout ça, et heureusement, j'ai jamais eu de bagage, quoi, il n'est jamais arrivé. Et donc je me suis retrouvé comme ça, totalement démuni. Ça m'a aidé quoi, à voyager, de ne pas avoir mes affaires, quoi, qui sont finalement jamais arrivées. Et ce que je veux dire, c'est que la métaphore de l'existence est là. L'existence est un voyage. Et est un voyage un peu à côté des rails. Mais des rails de quoi? C'est ce que j'avais dit au début. Des rails de mon identité. En fait, on nous ment en nous disant que je suis ce que je suis, que je pense ce que je pense, que je sais qui je suis, que mes réactions sont prévisibles. Heureusement que c'était un leurre, cette identité. Ben, le voyage, c'est aussi de voyager un peu hors de soi, finalement. Hors de soi, à la rencontre des autres, et ce mouvement qui fait que je sors de chez moi, j'aimerais que vous l'entendiez comme un mouvement par lequel je sors de moi-même aussi. C'est pas juste de chez moi, ma maison, mon pays, c'est aussi de mon identité telle que je la connais déjà, pour me découvrir autre. Pour me découvrir autre. Pendant que je vous parle, là, je me souviens d'un éblouissement que j'ai eu devant des lacs dans le Rajasthan, je crois que c'était à Udaipur. En fait, la lumière n'est pas la même, l'eau n'est pas la même, l'air n'est pas le même. On se dit, mais... Et pourtant, et c'est ça ce que je voulais vous dire, et pourtant, je suis chez moi. Je suis chez... En fait, dans le voyage, on est chez soi, hors de chez soi. Ça vous est jamais arrivé dans un pays complètement étranger, alors que vous ne comprenez rien à ce qui se passe, de vous sentir hyper bien. Mais par analogie, c'est comme quand on va chez des gens sympas et qu'on se sent chez soi. En fait, c'est politique comme thèse. Hein. On n'est pas chez soi, en fait. On n'est pas chez... Il faut pas être... Il n'y a pas que chez soi qu'on est chez soi. Dans ce cas-là, c'est un peu... Dans ce cas-là, ça veut dire... C'est la chanson très belle de Brassens, vous connaissez, des imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Chacun est fier de son clocher, il trouve que c'est le plus beau clocher, alors que personne ne l'a choisi, il est juste né là par hasard. Et bien la philosophie du voyage, c'est le contraire. C'est le contraire des imbéciles heureux qui sont nés quelque part et qui sont fiers de leur clocher, comme le râle si bien Brassens. Loin de moi, loin de chez moi, loin de moi, c'est le titre d'un essai de Clément Rosset, justement, où il critique l'identité trop fixe.
Ben voilà, le voyage m'offre la chance de me sentir bien, loin de moi et loin de chez moi. Évidemment, ça veut dire aussi que j'entrevois deux choses, et je conclurai là-dessus, je crois que c'est ça. La première chose, j'entrevois que mon identité trop monadique est un leurre. Et deuxième chose, évidemment, c'est que malgré, par-delà nos différences culturelles si passionnantes, il y a quand même quelque chose de commun, évidemment. Parce que si je suis chez moi, loin de chez moi, c'est quand même quelque chose d'humain, quelque chose d'universel. Vous savez, quand on est philosophe, on développe des thèses. Là, je vous parle un peu de la thèse de mon dernier livre, La Rencontre, mais en fait, il y a une objection qui vient souvent, que je trouve exaspérante. Les gens se croient très intelligents en disant oui, mais quand même, il y a des différences culturelles. Comme si c'était le fin mot de l'histoire. Comme si c'était le bout de la réflexion. Oui, mais c'est pas pareil chez les Suisses et chez les Français, mais c'est pas pareil chez les Espagnols et chez les Allemands. Mais très bien, et alors? Évidemment qu'il y a des différences. Mais les gens qui disent ça, ils le disent avec une lumière dans les yeux, comme s'ils avaient trouvé une pépite. Eh ben non, la différence culturelle, c'est pas le bout du bout. C'est que c'est intéressant de s'intéresser à l'autre, mais quand on a un rapport poétique au monde, on est tous saisis devant le même mystère, on est tous éblouis devant la même énigme. Mais voilà, pour moi, le voyage, c'est de s'approcher comme ça de ce qui résiste à l'analyse et d'essayer comme ça, parce qu'on est loin de chez soi et donc loin de soi, paradoxalement, de se rapprocher de soi. Mais c'est pas un soi simple et unifié. Bref, le voyage pour s'ouvrir enfin à sa multiplicité et avoir enfin un rapport heureux à ce qui nous échappe. La question du recul identitaire, c'est l'antithèse même de ce que la France est un établissement culturel comme le musée du Louvre qui compte 9 départements, présentant donc, je disais, l'Antiquité orientale, l'Antiquité égyptienne, des œuvres vraiment du monde entier, donne à voir le monde à un visiteur qui vient à Paris demain pour visiter le Louvre. D'abord, le musée du Louvre est un musée public. C'est dans ses gènes. C'est intéressant aussi de se dire que les collections qui sont aujourd'hui au musée du Louvre étaient les collections royales avant la Révolution française, que par décret, ce sont devenues les collections nationales, accessibles au public, à tout moment, au peuple. Et cette transition de trésor royal à trésor national, c'est quelque chose, en tout cas au quotidien dans notre travail, qui nous habite. Ça, c'est pour la partie conceptuelle. Pour la partie technique, effectivement, le Louvre est fermé le mardi. Et le mardi, il se passe énormément de choses, en fait. D'abord, on nettoie. Ça peut paraître prosaïque, comme ça, mais l'entretien du palais, le nettoyer, je ne raconte pas ce qu'on trouve parfois, mais il faut le nettoyer. C'est aussi un temps important pour les conservations, pour les départements, pour les conservateurs, pour les déplacements et les mouvements d'œuvres, qui ne peuvent pas se faire en ouverture publique, lorsque, par exemple, une œuvre part en prêt, et ça au Louvre, sur 35 000 œuvres présentées dans les salles, il y en a à peu près 3 000 chaque année qui sont prêtées, en France ou à l'étranger, pour des expositions, pour des expositions. Et le mardi, j'ai envie de dire, on pourrait ouvrir 24 heures sur 24, mais c'est un jour de respiration essentiel pour le Louvre. C'est un jour de respiration tant d'un point de vue de l'entretien que du point de vue scientifique, que du point de vue également des accueils qu'on peut faire pour des scolaires. Ça, j'en ai pas parlé dans mon introduction, mais je voulais en parler un peu plus tard. On a une mission éducative extrêmement importante, et j'arrêterai. Ça nous oblige à expliquer, à sensibiliser, à être vigilant à l'accessibilité de la culture à tous les types de visiteurs, quelle que soit leur origine, pas seulement leur origine géographique.